Bienvenue à l'épisode 14 du podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open Technologies. Devre, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, on reçoit Jean-Christophe Dubé, fondateur de DuSCO, qui nous partage comment il a réussi à lever près de 1 million de dollars avec des anges sur une simple idée sur papier. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au podcast Pivot. Cette semaine, j'ai un énorme plaisir à recevoir Jean-Christophe Dubé de l'entreprise précédemment DuSCO. Jean-Christophe, bienvenue au podcast cette semaine. Ben merci Joe, merci de l'invitation. Ça fait grand plaisir, donc ça va bien, en forme aujourd'hui? Yes, ça pète le feu, comme on dit. Fantastique, c'est bon. JC, toujours très dynamique. On t'aime comme ça, JC. Change pas, c'est parfait. Donc, cette semaine, on va discuter de levée de fonds, entre autres, comment JC a réussi avec DuSCO à lever 1 million de dollars par des anges sur une simple idée. Donc, ça va être un plaisir, JC, de discuter de tout ça ensemble pour mettre en situation notre auditoire qui est peut-être des fois moins habitué avec les levées de fonds. Si tu me permets, JC, je vais expliquer un peu comment fonctionnent généralement les deux phases de levée de fonds pour une question de connaissance. Donc, dans une idée technologique, généralement, il va y avoir deux grandes phases de levée de fonds. La première est la phase de Seed Investment, donc SEED, et la deuxième phase est la phase de VC, donc les Venture Capitalists. C'est quoi la différence entre les deux? Le Seed Investment est la première phase généralement qui va arriver. C'est une phase où généralement ça va être soit du love money, donc des gens dans notre entourage qui nous aiment, qui croient en nous et peut-être un peu moins en l'idée, mais plus en nous. Donc ils vont nous donner de l'argent ou nous financer un petit peu pour bâtir cette idée-là. Ça peut être également nos propres fonds à nous en tant que la personne qui apporte l'idée, ou ça peut être également des anges financiers qui vont venir interagir ou investir dans le projet. Donc on reste toujours là dans la phase Seed Investment. Les anges financiers, souvent c'est des gens qui ont réussi en affaires dans le temps, dans plein de domaines différents, qui ont une capacité financière aujourd'hui de redonner un petit peu à la prochaine génération d'entrepreneurs et qui sont prêts à prendre des risques un peu plus élevés. Ils vont généralement également, dans cette étape-là, investir plus dans la personne que dans l'idée. On sait que souvent à cette étape-là, 9 startups sur 10 vont échouer, ils savent un peu que c'est quoi le risque et ils sont plus en mode, je dirais, un peu casino, là, de dire on essaie, on veut aider les jeunes, on veut aider les bonnes idées. Donc là, on est dans la phase Seed Investment. Généralement, on parle de environ 50 000 $ à peu près 1 million de dollars. Ça tourne aux alentours de ça, les Seed Investment. Au-delà de 1 million, souvent, ça va être à ce moment-là les VC, les fonds de venture capitalistes qui vont rentrer en ligne de compte pour venir aider à propulser l'entreprise. La grande différence entre le seed investment et la phase de VC, c'est que généralement, le modèle d'affaires est prouvé au niveau de la génération de revenus. Donc, le VC vient mettre de l'argent dans la machine pour accélérer la croissance d'une entreprise qui a réussi à prouver que c'était économiquement viable, ou du moins, c'était très, très proche de l'être. Et donc, une phase toujours risquée encore pour les fonds d'investissement ou les VC, mais qui est généralement là une phase moins que le seed investment. On va investir un peu plus dans l'idée que dans l'entrepreneur. Donc, généralement, les phases de VC vont être, je dirais, numérotées par des lettres. Donc, la phase A, la ronde A, la ronde B, la ronde C. Une ronde A va généralement être aux alentours entre 1 à 10, 15, 20 millions de dollars. Une ronde B peut être de 20 millions à 150, puis des fois, des rondes C vont être des centaines de millions de dollars à ce moment-là. Et c'est vraiment des rondes où il faut juste accélérer la croissance. Ils ont déjà la recette de comment aller chercher les clients. C'est simplement de mettre de l'argent dans la machine pour attirer plus de clients, pour générer plus d'argent. La domination de marché. Exactement.
Donc, aujourd'hui, on se concentre sur la partie Seed Investment. C'est ce que JC a réussi à faire, un grand tour de force, lever $1 million sur une simple idée, entre autres via des anges à travers le Québec, également avec Ange Québec. Donc, JC a une super bonne expérience là-dedans. Donc, JC, avant d'aller expliquer ton expérience sur la levée de fonds, je te pose une question. Dis-nous un peu ton background, JC, et mets-nous en contexte un petit peu sur qu'est-ce que Dress You ou qu'est-ce qui était plutôt Dress You. On t'écoute. Oui, rapidement, en fait, mon background, j'ai fait mes études, moi, en finance, baccalauréat en finance. À la suite de ça, j'ai travaillé en vente pour une entreprise qui était vraiment plus retail, donc tu sais, les vadrouilles, les balais Villeda, là, qui c'est quand même très connu au Canada. J'étais gestionnaire de compte, j'ai travaillé en vente avec eux. Avant de me lancer complètement en entrepreneuriat, c'était vraiment un plongeon là sans considération monétaire et etc. Je me suis dit, j'ai eu l'idée à la suite de mon échange étudiant dans les îles Canaries, en fait, sur une plage, j'ai eu l'idée de Dress You qui a commencé à tourner dans ma tête. Puis je me disais que j'allais revenir au Québec, donc je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. C'est super difficile après le bac là de, tu sais, tu reçois des offres d'emploi, de choisir qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de devenir, etc. Mais le processus vraiment là de l'idée là, la lumière qui allume dans les îles Canaries à travailler vraiment sur Dress You à temps plein, là, ça l'a pris à peu près 4 ans et demi, là, c'est quand même un certain temps. Fait que c'est pour ça qu'après 4 ans, je me suis dit, là, faut vraiment que je me lance, sinon je le ferai jamais. Donc, j'ai lancé Dress You. Dress You, puis là, je pourrais raconter plus en détail après là comment ça s'est passé si on a le temps. Mais en gros, Dress You, c'était un marketplace qui te permettait d'acheter des vêtements puis des accessoires là à partir d'un look. Donc, on permettait, il y avait majoritairement des influenceurs ou des micro-nano-influenceurs, des jeunes en fait, qui se prenaient en photo avec plusieurs vêtements provenant de plusieurs magasins, puis taguaient ces vêtements-là, permettait à l'utilisateur là qui venait acheter de s'inspirer avec le look, mais aussi d'acheter de plusieurs produits qui venaient de plusieurs magasins à un seul endroit. Donc, on avait fait un partenariat avec Shopify. On était intégré pour pouvoir synchroniser nos vêtements avec eux. Il y avait tout un processus derrière quand même assez complexe au niveau tech qui permettait une synchronisation avec les produits en temps réel. Là, à chaque 30 minutes, il y avait un refresh qui se faisait. Donc, on avait quand même développé quelque chose de très bien là. Malheureusement, nous, au niveau du modèle d'affaires, on a eu plus de mal à atteindre les métriques qu'on se donnait au niveau des revenus. Je pense qu'on a attaqué une baleine avec un cure-dent. On aurait attaqué quelque chose de plus petit pour commencer. Donc, on a finalement terminé le tout là avec les investisseurs et l'équipe. Donc, ça a été une triste fin, mais beaucoup d'apprentissage. Puis j'ai eu quand même la chance d'apprendre énormément. OpenMind a fait l'acquisition de l'entreprise par la suite. J'ai joint l'équipe. On a lancé un autre projet qui s'appelle Berrycast. On pourra en parler. Rien ne mène à rien, comme on dit. Je pense que quand tu fais du vélo puis tu tombes à terre, tu as le choix. Soit tu arrêtes le vélo, soit tu continues à l'en faire. Donc, j'ai eu la piqûre de l'entrepreneuriat. Puis, j'en suis très, très, très content. Effectivement, puis c'est une des raisons pourquoi je suis extrêmement content de t'avoir sur le podcast avec nous. Puis on aura la chance de faire beaucoup d'épisodes parce que c'est souvent dans de l'adversité qu'on apprend beaucoup et qu'on devient meilleur. J'ai été aux premières loges un petit peu là, du début de quand tu avais l'idée de Dress You, les différents pivots pour rappeler le nom du podcast aujourd'hui qui est Pivot. Donc voilà, donc on pivote pour essayer de réussir à trouver un product market fit, donc un vraiment quelque chose qui colle au marché pour que les gens veulent payer. Donc j'ai eu la chance d'être première loge de tout ça. Je t'ai vu vraiment travailler extrêmement fort. Je t'ai vu mettre toutes tes billes vraiment dans le jeu, dans l'aventure. Je te lève vraiment mon chapeau de A à Z et tu as tout mon respect dans cette aventure-là. On a également été investisseur également pour Dress You et c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai vu ton évolution au niveau des connaissances et faire des choses que peu de gens au Québec auraient été capables de faire. Puis je pense qu'on va avoir la chance de parler de beaucoup de sujets là, dans les prochaines semaines ensemble pour inspirer puis également éduquer notre auditoire à développer leurs idées technologiques. Même si la fin au final a été qu'il a fallu fermer Dress You, je pense que c'est pas la fin d'un parcours d'entrepreneur et c'est en frappant plusieurs balles qu'on finit par taper un coup de circuit en dehors du stade. Je suis convaincu que tu vas en frapper plus qu'une devant nous dans les prochains mois, prochaines années en dehors du stade. Mais il y a beaucoup de connaissances, je pense, qu'on peut partager là avec l'auditoire de ton parcours des derniers mois, dernières années. Donc,
Si on revient un petit peu au niveau de l'idée de USU, parle-nous un petit peu là, comment ça a débuté, comment tu as financé ça au départ, quels a été tes premiers contacts avec les premiers investisseurs. Parle-nous de ça, c'est souvent quelque chose qui est opaque pour les gens, particulièrement au Québec. Parle-nous de ça, JC, je pense que t'as une belle histoire à nous raconter. Je vais rentrer plus en détail en fait. Là, si je repars un peu de l'idée que j'ai eue dans les îles Canaries, là, initialement, j'étais en train d'acheter mon linge pour mon retour au Québec. Donc, le fait de se promener d'une boutique à l'autre, de remplir tes informations de paiement dans chacune des boutiques, de te faire livrer par plusieurs boutiques, je trouvais ça un peu absurde quand tout est disponible sur le web. Je me disais, ça pourrait être cool de créer un seul panier d'achat pour plusieurs magasins. Donc, le concept a commencé comme ça, puis après ça, a pivoté dans tellement de directions pour devenir un beaucoup trop gros projet. Reste que, tu sais, je vous rappelle, moi, quand je suis revenu, je travaillais pour Vileda, donc pendant que je travaillais, je regardais le matin, je me levais super tôt là, avant de commencer. Je commençais vers 9h, donc je me levais vers 5h45. À 6h, j'étais au café Starbucks, je travaillais 3 heures sur mon plan d'affaires. Plein de choses qu'on me dit au début de faire qui je juge maintenant, et c'est mon opinion, je veux pas décourager certains, mais qu'un plan d'affaires, c'est complètement inutile au début. Perdez pas de temps à faire, c'est trop long à faire. Je pense que tu as plein de validations que tu dois faire avant de te lancer là-dedans, surtout une validation de marché. Donc, aller parler, va vendre ton produit avant de l'avoir, là, va parler aux gens qui vont l'acheter. Fait que, bref, parenthèse faite, j'ai fait mon cahier des charges avec, on a développé tout un cahier des charges super détaillé, du gros projet. C'était comme un réseau social où tu pouvais acheter. Puis finalement, mon partenaire avec qui je voulais lancer ça a été embauché chez Amazon, gros salaire, s'en va aux États-Unis, je l'ai perdu. Et on a gardé des super bonnes relations, mais lui m'avait mis en relation avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Ricky. Ricky, en fait, m'a été présenté par cet ancien partenaire-là, puis il m'a tellement appris. Quand je l'ai rencontré avec mon projet qui était tellement gros, qui était comme, oh my God, connais-tu le concept de MVP? Là? Je sais absolument pas, ça me dit rien. Puis ça me fait penser à quel point je connaissais tellement rien à l'époque, mais tout ça pour dire que le concept de MVP, juste rapidement, là, c'est Minimal Viable Product, c'est de lancer quelque chose pour aller valider ton marché le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce qui te permet en l'espace de 1 semaine à 2 semaines, je dirais, là, pour être très, très pushy, là, de créer quelque chose, puis de le sortir dans le marché, puis d'aller valider est-ce que les gens ont un intérêt envers ce produit-là ou pas. Donc, avec lui, ce qu'on avait décidé de faire, c'était une extension dans Chrome. Ça prenait vraiment pas de temps à développer, puis ça nous permettait de créer un panier d'achat unique sur plusieurs boutiques. Par contre, tu devais quand même magasiner dans chacune des boutiques, mais nous, on te permettait, hey, ajoute-le à ton panier de USU, ajoute-le à ton panier de USU, puis à la fin, tu fais une seule transaction. Avant, il n'y avait pas, au début de USU, il n'y avait pas le concept de Google là, qui sauvegardait ta carte de crédit puis qui te permet d'acheter super rapidement. Là. Donc, on était un peu avant cette ère-là. Donc, à l'époque, ça faisait beaucoup de sens. On a développé l'extension, on l'a testé, ça m'a permis d'aller présenter aussi mon projet à des gens qui m'ont mis en relation avec un ange investisseur, qui est le premier ange investisseur que j'ai rencontré, qui s'appelle Jean-Marc Rousseau. C'est vraiment un ange, pour ne pas jouer les mots, là. C'est tout un cerveau, tout un homme. Il est vraiment, vraiment génial. Ça a été génial comme première rencontre. Moi, je savais pas qu'il faisait partie d'Ange Québec. Je savais juste qu'il était dans le milieu entrepreneurial et qu'il aidait beaucoup d'entrepreneurs. Donc, la mise en relation m'a été faite avec lui. Puis, je l'ai rencontré, comme je disais, dans un café. On a parlé de mon projet et je me souviens clairement là qu'il me dit écoute, t'as pas un coup de circuit, je pense pas que tu peux aller plus loin avec ça, non, et tout. En tout cas, je pense qu'avec mon dévouement par la suite, il s'est dit écoute, regarde, on peut continuer à suivre si tu veux là mensuellement là, se faire une petite rencontre dans un café. Tu me parles de t'en es rendu où, puis où ça avance tout ça, puis on en discute. De toute manière, je le rencontrais pas pour avoir un investissement, je le rencontrais vraiment juste pour avoir un peu un feedback de quelqu'un qui est dans cette industrie-là, qui pour moi était toute nouvelle à ce moment-là. Fait que c'est d'ailleurs, tu sais, en tout cas, je le mentionnerais peut-être comme un conseil, mais
Mais ce qui peut être intéressant pour vous, c'est d'aller justement cogner à des portes rapidement au tout début de votre projet pour vous faire mettre des murs dans le visage, là. Puis j'appelle ça des murs, mais dans le fond, c'est un mur de vérité. C'est, hey, t'as pas un bon projet en ce moment. Fait qu'est-ce que tu fais, tu sais? Puis t'aimes mieux le savoir aujourd'hui que de le savoir dans 3 mois, parce que tu réalises que 3 mois, t'en as dépensé de l'argent puis du temps sur quelque chose qui, au final, ne fonctionne pas. Donc, c'est super intéressant d'avoir. Ça veut pas dire non plus qu'il y a toute la vérité. Puis généralement, ce qui arrive, c'est que quand les gens te disent que ton projet c'est de la merde, ben au début t'es comme non, toi t'es de la merde. Tu tiens fort à ton idée. Faut faire attention à pas être en amour avec l'idée, avec ta solution, mais bien en amour avec le problème. Donc, tu sais, je donne un autre exemple, mais si tu veux guérir le cancer, sois en amour avec le fait de guérir le cancer et non pas ton vaccin, parce que peut-être que ton vaccin fonctionnera pas, puis par la suite, bref, tu vas vouloir évoluer ce vaccin-là, le pivoter et l'amener ailleurs. Bref, je fais beaucoup de parenthèses, Joe, fait que tu m'arrêteras si jamais. Non, sans problème. Le partage est excellent. Continue JC, on t'écoute. Puis c'est ça, fait que je dirais en parallèle, j'ai rencontré Jean-Marc. Puis entre-temps, ben là, j'étais dans ce monde-là où on a lancé notre MVP, on l'essayait, ça fonctionnait pas. J'ai rencontré une première boutique avec ce concept-là non plus, ça n'a pas fonctionné. Puis la première boutique était dynamite, mais c'était très complexe. Mais dans le fond, ce qu'elle m'avait dit, c'est écoute, au moment où je vais contracter une vente dans mon site, tu transformes mon bouton pour ajouter à du SEO. T'es une startup que je connais pas. Bref, c'est super, là, genre dans les dents, là, comme premier mur. Mais au moins, la persévérance de te rendre à une rencontre avec cette dame-là à l'époque, pour te le mettre dans le visage, ça te fait évoluer. Puis on a décidé là en fait, malheureusement, Ricky travaillait sur 5-6 autres projets en même temps. Ça a été plus compliqué de poursuivre. Fait qu'il m'a aidé à embaucher quelqu'un d'autre. Je suis allé chercher du love money pour pouvoir payer cette personne-là. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir mon père qui a investi de l'argent dans le projet. Puis ça m'a permis d'embaucher un premier développeur qui suggérait de faire une boutique telle quelle. Donc, il a un peu changé ma vision que j'avais de MVP. Il a un peu déformé ce qu'on avait. Puis malheureusement, je pense que quelques mois plus tard, 4 mois plus tard, j'ai dû lui dire que ça fonctionnait pas. Puis là, il coûtait cher, j'avais quand même perdu beaucoup d'argent. C'était une période sombre, je m'en souviens. J'avais appliqué en plus à la Fondation Montréal à l'époque. C'était un refus de projet pour mon projet parce que j'étais seul. Simplement, j'avais pas d'équipe et tout ça. Fait que là, je me retrouve avec une personne, j'ai dépensé l'argent de mon père pour quelqu'un qui finalement a rien apporté sur la table. Puis là, je me retrouve dans un voyage où je rencontre Jonathan, qui est toi-même. On se met à discuter d'affaires, puis tu m'apprends beaucoup de choses. Encore là, je commence à avoir des concepts entrepreneuriales, mais t'as une dizaine d'années d'avance. Et beaucoup de sagesse de ce côté-là. Donc, on discute d'affaires, on a beaucoup de fun également en voyage. Et bref, après ça, on garde une très bonne relation. Puis, en discutant, tu me dis, pourquoi on le développe pas, nous, ton projet, puis on l'amène pas à réalité. Ça va t'aider dans ton quest pour du financement. Fait que avec Open Mind, on a développé la première ébauche de du SEO qui était la possibilité d'acheter dans plusieurs boutiques. Puis après ça, on l'a amené à acheter à partir de Look. Donc je me souviens d'une rencontre avec toi, Joe, où tu me disais je pense qu'il est là ton produit, l'achat par Look, et non pas une simple boutique Amazon en ligne qui te permet d'acheter dans plusieurs magasins. Donc, on a décidé d'amener ça au concept du look. Entre-temps, moi, ce que je faisais, c'est que sans même avoir le produit final développé, j'avais développé j'avais mis en image dans InVision, qui est un outil là qui te permet de jouer dans les images, un peu comme si c'était vraiment un site web ou un concept réel. Ça me permettait de rencontrer des compagnies pour aller valider le concept. Donc, j'allais leur montrer comme quoi tu vas pouvoir acheter par look, les influenceurs vont faire des looks, on va pouvoir acheter dans plusieurs magasins et faire un seul panier d'achat. On prenait, nous, à l'époque, une commission sur transaction. Donc, tu sais, c'était comme un no-brainer pour eux. Puis, ça, je dirais, tous ceux qui partent un marketplace aussi, c'est quelque chose qui est difficile au début. T'es constamment dans l'œuf ou la poule. Donc, nous, on était vraiment dans un concept où si t'as pas de boutique, t'as pas de monde qui peuvent faire des looks. Si t'as pas de monde qui peuvent faire des looks, t'as pas de monde sur ta plateforme. Si t'as pas de monde, t'as pas de boutique. Tu tournes là-dedans.
faut vraiment que tu choisisses, comme dans notre cas à nous, c'était les boutiques qui clairement s'ajoutaient et n'avaient rien à perdre. Là. Tu leur offres quelque chose sur table qui leur permette. C'était une connexion dans Shopify. Là, ça se faisait en une seconde. Là. Il allait cliquer sur un bouton pour accepter notre application. Puis c'était fait. Donc, puis on prenait de l'argent uniquement sur vente. Donc, il n'y avait rien à perdre. Fait qu'on on a parti ça comme ça, tranquillement, en avançant, on rencontrait des boutiques pour valider. Puis là, moi, comme je rappelle la parallèle de Jean-Marc, je continuais à aller rencontrer Jean-Marc qui expliquait, là, je suis rendu avec OpenMind, ils sont en train de développer le produit. J'ai 5-6 boutiques qui m'ont mentionné leur intérêt à embarquer. Donc, tu sais, comme ça avance beaucoup. Puis le concept n'est plus une extension dans Chrome. Là, c'est rendu vraiment là un outil d'achat par look. Parler du concept, du potentiel de levier, là, parce que ton canal de distribution est très important. Puis nous, à l'époque, les influenceurs, c'était super, c'était nouveau, c'était à la mode. Donc, on voyait là comment on fait pour exploser. Un influenceur connaît une base d'à peu près 200 000 personnes. Donc, ça nous permettait justement d'aller chercher beaucoup de jeunes comme ça. Donc, le modèle semblait tenir. En fait, tenait. Et Jean-Marc trouvait ça intéressant. Fait qu'il disait, tu sais quoi, je pense que j'embarque dans le projet. Là, j'avais la mâchoire à terre. Je suis comme, OK, ça y est. Il dit, par contre, il te manque quelque chose. Là, tu sais, là, t'as un partenaire technologique. Ça va te prendre un fondateur aussi là qui est là derrière le tout. Donc je suis retourné voir Ricky. Ricky a dit OK, oui, j'embarque à temps plein cette fois-ci. Fait qu'on a rembarqué Ricky dans l'histoire. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Karine Jameson aussi là qui a été ma partenaire et avec elle on a passé à travers tout le processus là, d'investissement et à aller chercher des clients et tout ça. Donc excellente découverte pour moi, Karine, qui, elle, avait énormément de bagages en marketing. Elle travaillait pour Transcontinental à l'époque. Puis, c'est ça, elle était à la recherche d'un emploi. Je l'ai rencontrée dans un café pour lui parler de mon projet. Puis, c'est drôle parce que moi, je me disais, elle va jamais accepter. Puis, elle se disait, je le rencontre juste parce que son oncle m'a demandé de le rencontrer. Mais finalement, la connexion a super cliqué entre nous deux. Puis, elle a aimé le projet. Fait que là, j'avais vraiment un trio. Puis, tu sais, t'en parlais en début de podcast, le seed investment, au début, ils investissent dans l'équipe et le potentiel du projet. Puis là, j'avais mon équipe, puis j'avais le potentiel du projet. Fait que puis j'avais tout le soutien technique qui était OpenMind derrière aussi. Donc il y avait vraiment de la force dans ce concept, dans ce projet-là pour un seed investment. Fait qu'on a continué à rencontrer d'autres investisseurs. On a quand même eu des hauts et des bas avec certains investisseurs. Il y a des investisseurs qui initialement vont dire j'embarque, ils sont super motivés on the spot. Puis là il peut arriver un paquet d'affaires, c'est pas nécessairement relié à toi, mais peut-être que des entreprises dans lesquelles ils ont déjà investi se retrouvent à avoir besoin d'argent, etc. Fait qu'ils se retirent. Puis des investisseurs qui se retirent, il faut vraiment être prudent avec ça parce que là, ce qui arrive, c'est que ça crée un effet domino sur les autres. Puis tu te retrouves dans des positions où t'en perds un, finalement, t'en perds 3. Puis là, t'essaies de remotiver puis de continuer. Fait que j'ai eu beaucoup de besoin là, de rencontrer en one-on-one là, des investisseurs là, pour les remotiver à embarquer. Il y en a quelques-unes qui j'aurais aimé avoir comme investisseurs chez Ange Québec, finalement, n'ont pas embarqué. Puis nous, initialement, on voulait le faire comme un investissement à la carte. Donc, on choisissait nos investisseurs. Puis là, à cause de ça, à cause de la perte de ces investisseurs-là qui finalement devaient soit investir dans d'autres projets ou soit se sont retirés pour d'autres raisons, on a décidé de présenter le projet chez Ange Québec, mais à tous les anges. Donc, la manière que ça procède, c'est que tu fais 3 pitchs, un à Montréal, un à Sherbrooke, un à Québec, devant, je pense, à peu près à l'époque, ils étaient autour de 200 quelques anges, donc beaucoup d'investisseurs. Puis eux, simplement, pendant ton pitch, ils vont remplir comme quoi une petite feuille qu'ils ont sur leur table pour dire oui, ça m'intéresse, cet investissement-là, je veux en savoir plus. Puis là, tu passes au deuxième pitch qui est un peu plus long. Donc, ton premier pitch, vraiment, tu as un 8 minutes, essayer de convaincre. Tu es plus en surface, tu rentres pas trop en détail. Puis par la suite, là tu les rencontres, tous ceux qui sont intéressés, tu les rencontres. Nous on en avait à peu près une quinzaine et sur 15, il y en a je pense 11 qui ont décidé d'investir chez Ange Québec. Puis Ange Québec, quelque chose qui est très intéressant qui s'appelle Ange Québec Capital. Ange Québec Capital, c'est un VC ou un fonds mais qui est attaché aux investissements des anges, qui
permet de donner un levier. Donc, eux, ils ont beaucoup plus de fonds qu'un investisseur. Un investisseur chez Ange Québec va mettre en moyenne 25 000 à 100 000, dépendamment de l'argent qu'ils ont, évidemment, mais également leur croyance dans le projet, dans le potentiel du projet. Ils vont réinvestir, mais généralement, ils commencent un peu plus bas. Ils vont investir environ 25 000 chaque. Puis après ça, ils vont tranquillement, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir probablement faire un deuxième investissement pour te permettre de te rendre à ta deuxième ronde. Donc, c'est les investissements tournent autour de ça. Puis, je reviens à Ange Québec Capital. Ange Québec Capital, si il y a un certain nombre d'investisseurs qui embarquent dans le projet, Ange Capital embarque également pour un ratio intéressant là, qui peut aller jusqu'à 2 fois la mise, même 3 fois dans certains cas, la mise des anges. Donc, si, par exemple, tu ramasses 300 000 avec les anges, ben Ange Québec Capital peut donner 600 000. Là, tu te ramasses avec 900 000 d'investissement. Donc, ça a été le cas pour Duessio. Puis ça l'aide beaucoup. Là, c'est vraiment le push pour te permettre enfin d'avoir un salaire, mais aussi de pouvoir faire différents tests marketing pour avancer pour la suite. Donc, on est allé chercher ça. Puis, j'avais eu aussi un mentor qui m'avait suggéré d'aller chercher de la dette, mais de pas l'utiliser. Parce que c'est quand tu n'as pas besoin d'argent que les gens sont prêts à te prêter. Puis là, si tu dépenses tout ton argent, puis après ça, tu te ramasses à en avoir besoin, personne ne va t'en prêter. Fait que t'es mieux d'y aller d'avance, ne pas l'utiliser. C'est un gamble à prendre au début, mais quand même. Donc, on a additionné la BDC là-dedans, là, qui nous amenait un financement total à peu près de 1 million, donc 1 million 100 000 pour tout ça. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. 2 concepts que je veux sortir un petit peu du bagage que tu viens de nous transmettre. Le premier concept, c'est l'importance du premier investisseur et de son poids potentiel. Jean-Marc est quelqu'un d'assez exceptionnel au Québec, extrêmement impliqué pour aider les startups. Il est très fort en technologie également aussi. Une bonne capacité d'influence. Donc, le fait que lui dise oui, j'embarque, a, je pense, motivé beaucoup de gens par après pour dire, oh, si Jean-Marc embarque, oui. Je pense qu'il y a quelque chose là. Donc, assurez-vous de peut-être attirer des gens de qualité en premier, ou du moins avec un bon poids là au niveau influence. Et autre concept intéressant que JC a appliqué sans s'en rendre compte, c'est que souvent le leitmotiv dans les rondes de financement, c'est demander de l'argent et vous aurez des conseils. Demandez des conseils et vous aurez de l'argent. Donc, JC a été voir les premiers anges investisseurs en demandant des conseils et finalement, quand ils ont vu qu'ils étaient, je dirais, là, très motivés, avec une bonne énergie, une bonne drive, puis qu'ils lâcheraient pas le morceau là, jusqu'à temps que ça rentre jusqu'à la fin de la possibilité de l'idée, ils ont dit, bon, ben écoute, je pense qu'on a quelque chose, et de le voir progresser aussi à travers le temps, puis de vraiment se commettre et faire arriver les choses sur qu'est-ce qu'ils disaient qu'ils allaient faire à ce moment-là, à ce temps-là. Absolument. Donc, ça me fait penser à un autre, ce concept-là d'aller chercher en fait des investisseurs qui vont apporter beaucoup sur la table. Puis là, tu sais, je pourrais toutes les nommer parce que moi, j'ai eu une super belle expérience avec Ange Québec. Honnêtement, j'ai eu des anges qui se sont commis beaucoup dans le projet, qui étaient même présents. Puis même la VP chez Ange Québec Capital, Caltoum, un gros merci aussi. Tu sais, j'en profite pour remercier tout mon monde, mais bref, tous ces gens-là qui m'ont beaucoup aidé. Mais j'ai rencontré notamment aussi Néré Arsenault, qui lui venait du monde des vêtements. Puis le fait d'avoir des investisseurs qui peuvent t'aider fondamentalement et pas juste monétairement est un game changer complètement. Grâce à Néré, j'ai été en mesure de m'asseoir avec un des VP chez Bestseller, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires. C'est Jack & Jones, Vero Moda, c'est le groupe Bestseller. Fait qu'ils ont plusieurs marques. Mais moi, je rentrais, puis ils étaient sur Shopify. Fait que c'était génial. Là, fait que là, on rentrait un gros joueur. Là. Toutes nos ventes, ou presque, venaient d'eux majoritairement. Mais tu sais, ce genre de rencontre-là aussi, puis l'apport que ces investisseurs-là peuvent amener sur la table a tellement de valeur, beaucoup plus que pour l'argent, parce qu'au final, tu veux que ton projet fonctionne. Tu sais, faut se rappeler que l'argent, c'est un outil qui te permet d'aller plus loin. C'est pas un objectif. Donc voilà. Effectivement. Puis pardon un peu également pour cet argent-là. Là, combien de temps tu as réussi à, je dirais, survivre? Parce que c'est toujours une course à la survie, dans le fond, dans une startup, pour être. Chaque fois qu'on lève de l'argent,
c'est une course un peu, je dirais, sans fin à prouver la prochaine étape des métriques qu'on va aller prouver. On se rappelle que Seed Investment, c'est une phase hypothétique de dire on pense que cette idée-là peut fonctionner, donc on a besoin de sous pour aller valider notre coût d'acquisition client, nos revenus également que ces clients-là pourraient générer. Donc, à peu près 1 million là, de financement. Parle-moi un petit peu là, combien de temps tu as réussi là, à avancer avec cette levée de fonds-là? Oui, en fait, avant, je quitte mon emploi, je me suis pris une marge de crédit juste avant de quitter mon emploi pour être sûr d'avoir de l'argent un peu au cas en besoin. J'avais quand même mis de côté 20 000 à l'époque, donc ça m'a permis de survivre sur ce 20 000-là et ma marge de crédit pendant environ 2 ans jusqu'à temps qu'on reçoive le lot de financement là, d'Ange Québec. Puis avec cet investissement-là chez Ange Québec, ça nous a permis à peu près 18 mois, je dirais. On a fait des bonnes dépenses, par contre, dans certains canaux marketing qui on n'aurait peut-être pas dû. Mais bref, quand même, c'était environ, là, je dirais, là, un 18 mois là, de fonds là, de suffisance monétaire pour poursuivre. J'ai oublié, je repense à tout ce que à tout ça là, mais il y a un aspect dans mon processus de financement qui a été peut-être un peu différent, c'est que on a eu 2 anges investisseurs au début qui ont fait des débentures. Donc c'est des débentures, ils ont investi 50 000 chaque au début. Fait que là ils te font un chèque direct, tu vas le porter à la banque. D'ailleurs, c'est très bizarre de te promener avec 2 chèques de 50 000 au début. Puis eux, une débenture en fait c'est un contrat simplement. Eux autres ils embarquent puis qui dit on va avoir un X nombre de pourcentage sur la prochaine ronde. Donc, ils croient vraiment à amener à une prochaine ronde. Fait qu'ils investissent avant comme tu as besoin d'argent dans l'immédiat. Puis nous, ben, on poussait tellement vite, tellement rapidement toutes les choses. Donc, tu sais, il y avait Karine, il y avait moi, il y avait Ricky, on n'était pas payés, puis on avançait. Puis on avait besoin quand même d'un peu de sous. Donc, il y avait ça qui allait nous aider. On voulait faire des tests marketing et tout ça. Fait qu'ils ont investi cette débenture-là avant de poursuivre là, vers la suite. Donc, c'est un peu un moyen de pas manquer de fonds avant la prochaine ronde de financement. C'est un concept qui est quand même bien utilisé là, dans les différentes startups. On parle d'un 18 mois à peu près là, de temps que ça l'a permis à avancer. Ce qui est pas mal le temps traditionnel qu'on voit, c'est généralement un 12 à 24 mois. C'est une course contre la montre à prouver ses métriques. C'est très éprouvant parce que souvent, on vient de sortir d'un investissement d'énergie énorme pour aller chercher des fonds. Là, on a les fonds, on voudrait célébrer, mais en réalité, il y a une autre course qui commence à ce moment-là, de dire là j'ai des fonds, mais là, faut que je prouve que mes métriques hypothétiques sont réelles au bout de la ligne. Et là, on se met à faire des tests, à pivoter, à essayer des nouveaux canaux marketing, à se faire fermer des portes, à en défoncer d'autres. Et là, c'est quelque chose. Et là, on voit le compte de banque qui diminue de mois en mois, de semaine en semaine. Ça descend toujours trop vite. L'argent qui reste dans le compte, c'est un peu l'oxygène de survie de l'organisation. Puis là, à un moment donné, ça devient un stade où c'est inquiétant là, que les capacités financières de l'organisation sont de plus en plus faibles. Et on n'a pas encore réussi à trouver le bon pivot pour dire aux investisseurs, ben regardez, là, ça vaut la peine qu'on remette de l'argent à ce moment-là à nouveau dans l'organisation. Je fais une parenthèse parce que j'ai eu un certain, je dirais, privilège de voir JC aller d'étape en étape là-dedans. Et je me souviendrai toujours, là je vais devenir un peu émotif en le disant, mais le dernier CA qu'on a eu, puis peut-être tu vas l'être aussi de ton côté, les gens le verront peut-être pas, moi je vois le visuel aujourd'hui, mais JC est un homme de cœur énormément hallucinant comme peu de gens qu'on peut rencontrer dans une vie. Puis je me rappellerai toujours le dernier CA où ce que JC venait de nous annoncer, il n'y a plus d'argent dans le compte, on peut plus avancer, on ferme. Et JC avait tellement la main sur le cœur qu'il dit mon Dieu, je peux pas faire ça, je peux pas. Et il avait tellement peur de la réaction de tout le monde autour de la table, mais pourtant JC il s'est passé complètement l'inverse quand t'as annoncé ça. Tout le monde a fait JC, on veut te féliciter pour tous les efforts que t'as mis. Et tout le monde autour de la table a dit JC, si t'as une autre idée éventuellement, là, on remettrait de l'argent n'importe quand avec toi parce que t'as pas lâché le morceau. Tu t'as vraiment donné ton 110, t'as mis des billes là-dedans de ton côté, t'avais du skin in the game énormément, puis t'as toujours gardé tes bonnes valeurs à travers tout ça. Donc, c'est pas parce que dans cette aventure-là, il y a eu une certaine... Peut-être s'il y aurait eu 1 million de plus dans la ronde de financement, finalement, il y aurait eu là vraiment un petit pivot en quelque part là, qui aurait donné les métriques qu'il faudrait, puis aujourd'hui, ça serait une entreprise qui vaudrait des millions, des dizaines de millions. Mais c'est pas parce qu'on ne réussit pas
à trouver ce pivot-là à temps en termes de capacité financière, que ça fait pas de nous un grand entrepreneur. Puis moi, dans mon livre à moi, puis je pense tout le monde autour de la table cette journée-là, t'as donné une couronne de grand entrepreneur, JC, dire t'as les bonnes valeurs à bonne place, puis t'as voulu toujours passer les intérêts du groupe d'investisseurs puis des clients en premier avant les tiennes. Fait que je te lève mon chapeau aujourd'hui, puis on souhaite, je pense, avoir un grand nombre d'entrepreneurs comme ça à travers le Québec, à travers, je dirais, le monde entier. Je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de différent pour ta levée de fonds si tu avais recommencé? Puis si on se concentre vraiment un petit peu plus là, sur la levée de fonds. Là. Oui, absolument. Dans un monde idéal, j'attendrais avant de la faire. J'avais plus d'argent pour vivre. Je pense qu'idéalement, il faut se mettre dans une position où c'est pas nécessaire à tout prix d'avoir de l'argent au début. Donc, tu sais, quittez pas votre emploi. Si vous avez un emploi puis vous lancez, moi, j'étais plus dans cette essayer de repousser cette date-là le plus possible. C'est sûr que si je m'étais pas commis, j'aurais pas été à temps plein, mais à temps plein, il y a beaucoup de choses, surtout au début, là, quand tu as très peu de connaissances en entrepreneuriat. T'as beaucoup de perte de temps là, qui se fait à ce moment-là, puis tu vois également ton compte de banque descendre sans qu'il y ait d'argent qui rentre. Là. Pour moi, au début, j'avais des besoins. Quand j'ai rencontré mes premiers investisseurs, j'avais pas de besoin d'argent. Donc là, j'étais dans une bonne phase. Vers la fin, là, j'avais une équipe qu'on travaillait toutes sans rémunération. C'était comme différent. Là, on avait besoin d'argent. On avait besoin de ce step-là pour passer à la prochaine étape. Sinon, tout le monde allait tes troupes allaient être démoralisées. Tu te retrouvais dans une situation comme ça. Là. Fait que, en même temps, c'est tellement un conseil qui peut se toucher dans les deux sens, dans le sens qui peut être bon et néfaste, parce que d'attendre avant de te faire financer, oui, tu as plus de validation de ton côté, donc tu peux avoir une meilleure négociation auprès des investisseurs qui embarquent pour laisser moins de part de ton entreprise, donc conserver le plus possible. Mais en même temps, des fois, tu as un momentum dans le marché, puis il est maintenant, fait qu'il faut que tu le prennes, sinon tu vas le manquer. C'est un peu comme, j'adore surfer, puis toi aussi, Joe, là, mais tu manques la vague. Quand la vague est là, il faut que tu paddles, puis tu y vas. Fait que c'est un peu c'est un peu ça. Donc, je reviens même sur je pensais à mon conseil ou qu'est-ce que je ferais différemment, puis en même temps, je pense que ça peut être différent pour tous. Donc, je pense que ça se rapporte par contre beaucoup à d'aller le plus rapidement possible aller valider financièrement l'idée. Où est-ce qu'on peut aller générer des revenus? Parce que moi-même, j'ai lancé une start-up il y a quelques années de ça, qui était encore sous le parapluie d'OpenMind, qui existe encore aujourd'hui, Hidden Place. C'est une excellente idée. Il y a un problème au marché. Par contre, est-ce que une excellente idée puis un problème qui est là est capable de se transformer en une entreprise et un modèle d'affaires rentable? C'est ça le gros enjeu, parce que on peut parler à un paquet de gens qui disent oui, j'ai un problème, on donne une solution, mais est-ce qu'on est capable de générer assez d'argent versus le coût d'acquisition de ces clients-là et le développement de la plateforme? Ça fera d'ailleurs partie d'un sujet d'un autre podcast qui va suivre dans les prochaines semaines, le fameux ratio, je dirais, maître de toute équation d'une startup, plutôt de la viabilité d'une startup, qui est le CAC LTV, le coût d'acquisition client sur le lifetime value, donc la valeur du client dans sa durée de vie, dans la consommation du produit ou du service. Donc, c'est vraiment d'aller valider ça le plus vite possible. Est-ce que les clients sont prêts à payer? Est-ce qu'ils sont prêts à payer un montant assez élevé pour qu'on soit capable d'aller chercher ces clients-là à travers des initiatives marketing? Parce qu'il y a toujours du bruit. C'est pas vrai qu'on va bâtir quelque chose puis les gens vont venir, là. La fameuse phrase « build it and they will come » est plus en plus difficile dans un monde numérique aujourd'hui où ce que la plupart des trucs de publicité sont des enchères, donc les coûts d'acquisition client augmentent à travers le temps. Donc, je me rapporterai au focus, c'est le plus vite possible, aller essayer de voir comment vous pouvez générer de l'argent et à quel point c'est rentable peut-être votre idée versus le coût de marketing et le coût de développement du produit à travers tout ça. J'avance sur une prochaine question et je pense qu'on va la répondre conjointement. Est-ce qu'il y a des livres ou des formations que tu voudrais référer aux auditeurs qui pourraient aider à lever des fonds? Puis si jamais, moi j'en avais un, mais je te laisse y aller, JC, si jamais tu voulais en partager un. Pour des livres entrepreneuriaux, il y en a plusieurs. Pour des livres au niveau de la levée de fonds qui peuvent vous aider vraiment là, à connaître un peu ce marché-là. Là. Vous êtes rendu là, vous avez fait vos preuves de vente, là, vous avez parlé avec des consommateurs qui sont prêts à payer pour votre produit, là, vous êtes là, puis vous avez besoin d'argent. Il y a un très bon livre qui s'appelle Venture Deals qui rassemble un paquet de connaissances, là, tant au niveau légal, puis d'insights, là, désolé le franglais, mais des conseils
par rapport à certaines approches et comment tout ce monde-là fonctionne. Joe, on a donné un bon recap rapide là en début de podcast là au niveau du seed money, du love money. Le love money, c'est l'argent. Les gens ils commencent au début, c'est juste parce qu'ils te connaissent, ils te donnent un peu de sous, tu pars ton projet, ça te permet de survivre. Après, c'est le seed et qui, comme on disait, c'est misé sur ton équipe puis le potentiel du projet, puis pas par la suite de toutes les VC qui vont embarquer sur des validations de concepts avec des métriques précises atteintes. Mais ça parle de tout ça là-dedans, donc c'est bien. Puis ça encadre également aussi tout l'aspect légal. Donc, c'est même sur le cover page, c'est mentionné Be smarter than your lawyer and venture capitalist. Là, so, c'est vraiment dans cette optique-là, je recommanderais ce livre. Et c'est un livre qui est constamment mis à jour. Il en est à sa 4e édition parce que veut pas le monde de la levée de fonds change constamment avec différentes variables mondiales puis même régionales. Donc c'est un petit peu la Bible. Et comme tu dis, JC, le titre vient bien mentionner que si on veut réduire notre risque, il faut parler le même langage que les gens à qui on va discuter. Donc tu sais, il faut être un petit peu plus brillant ou du moins au même niveau dans le langage que ces gens-là. Et les gens qui ont écrit ce livre-là, c'est des gens qui ont été des deux côtés de la clôture. Donc, autant les gens qui ont été des venture capitalistes, qui ont été des gens qui ont levé des rondes de financement. Donc, ils ont vraiment les deux côtés de la médaille dans le livre et ils vont mentionner quoi faire attention, quels sont les pièges potentiels, comment que des fois les VC vont essayer d'abuser un petit peu malheureusement des entrepreneurs parce que c'est pas tout le monde qui ont des bonnes vertus dans ce monde-là. Dès qu'il y a de l'argent, souvent il y a de l'humainerie, de l'hommerie, je dirais, pour avoir la bonne expression. Donc, pour compléter ce podcast-là, JC, est-ce que tu avais un dernier mot que tu souhaitais adresser à nos auditeurs, des conseils, peu importe, ou un petit résumé en terminant? Un dernier mot, bonne chance. Non, c'est pas vrai. En fait, écoutez, focusser sur le fondamental, en fait, aller valider le besoin, là, c'est super simple. Là. Si les gens ont besoin si les gens ont un besoin à combler ou ils ont un problème à résoudre, puis la solution que tu apportes pour résoudre ce problème-là, ils sont prêts à payer pour, t'as un produit, tu sais. Puis par la suite, tu peux aller chercher du seed money pour transformer ton produit en entreprise. Puis je sépare les deux parce que souvent, t'as pas une business. Quand tu pars en entreprise, t'as pas d'entreprise. T'as même pas de produit au début. Tu veux avoir ton produit, puis après ça, tu deviens une entreprise. Puis j'ajouterais juste pour créer de confusion, il faut que tu ailles chercher ton marché avant d'aller chercher ton produit aussi. Là. Donc, il y a tout un concept là, de puis ça aussi, on pourra en discuter ensemble, Joe, lors d'un prochain podcast. Là. On a parlé du lifetime value avec le CAC, mais il y a tout un concept qui est un peu les 4 fits là, qui te permettent de visualiser. Tu as 4 fits en partant dans le sens de l'horloge. Tu as le marché, le produit. Donc, tu développes ton marché avant le produit, ce qui est connu aussi comme étant le product market fit. Moi, j'appellerais ça le market product fit. Mais bon, faut commencer par le marché. Donc, fais des ventes, va voir ton marché, sonde ton marché. Est-ce que les gens sont prêts à acheter? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à acheter? Tu vas apprendre tellement de choses avant de développer quelque chose. Ne développe pas avant. C'est super important. Puis par la suite, la relation avec le canal de distribution avec DressU, nous, c'était les influenceurs. Donc, tu sais, on a développé DressU dans l'optique d'avoir ce canal-là connecté. Donc, tu sais, les influenceurs vont pas changer pour ton produit, c'est ton produit qui doit s'adapter à eux. Pour nous, c'était notre moyen de distribution. Après ça, la relation qu'on parlait tantôt du CAC LTV, c'est cette relation-là entre ton moyen de distribution et ton modèle d'affaires. Donc, tu as besoin d'avoir plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort pour acquérir ton auditeur, tes utilisateurs ou tes acheteurs potentiels. Puis, par la suite, tu as la relation directe entre le modèle qui revient au marché. Donc, est-ce que dans le marché, les gens sont prêts à payer ce que tu offres? C'est sûr que si tu charges 100 000 pour un petit produit, là, peut-être que les gens, il n'y a pas beaucoup de monde dans le marché qui sont prêts à payer ce montant-là. Donc, tu as besoin d'avoir cette relation-là qui appelle les 4 fits, ces 4 qui tournent, une roue qui tourne de ces fits-là. Donc, je le recommanderais fortement. Ce serait dans mes dernières suggestions. Puis j'ai un paquet de choses qui me viennent en tête. Je peux toutes les mentionner, Joe, là, mais tu sais, le meilleur financement, c'est tes ventes. Puis comme on parlait Joe tantôt avec Kill in Place, faut rapidement que ton projet, faut pas que tu construises l'auto au début, là. Commence par le skateboard, évolue au vélo, là, tu sais, fais-le de manière évolutive, mais il faut que l'argent rentre un peu pour supporter ton projet. Si t'as pas de vente, ça devient difficile. Avec DressU, ça a été hyper difficile de constamment faire des CA avec tes investisseurs puis leur dire, on n'atteint pas nos ventes. On était vraiment comme, on prenait un pourcentage sur du volume, mais le volume était beaucoup plus dur qu'on pensait aller chercher, même avec des influenceurs populaires et tout. Là, donc, toute notre roue à nous, malheureusement,
suivaient pas. Fait que je recommande fortement le meilleur financement, c'est vos ventes au début. Pensez à ça. Puis je l'ai tellement entendu souvent, mais focuser sur des investisseurs qui vont vraiment apporter quelque chose sur la table. Ayez pas peur d'aller voir les investisseurs quand vous n'avez pas besoin d'argent non plus, parce que utilisez-les. C'est des murs de connaissances, ces gens-là. Ils ont tellement vécu, ils en ont tellement vu. Ils vont vous planter solide, mais tu as besoin de te faire planter tout de suite pour pouvoir pivoter vers une direction qui va faire du sens pour amener ton entreprise à succès. Fait que je terminerai avec ça pour pas continuer jusqu'à demain matin. J'ai ici beaucoup de sagesse dans tes nombreux partages aujourd'hui. Puis c'est la raison pourquoi je pense qu'on va se reparler dans plusieurs podcasts, acquis beaucoup de connaissances. Je pense qu'il peut servir à beaucoup de gens qui ont des idées là, de produits technologiques qui veulent être développés à succès. Donc, ça va être un plaisir de t'accueillir dans d'autres podcasts devant nous. Et merci de ta générosité de nous parler de tout ça. Pour la connaissance de notre auditoire, aujourd'hui, JC est maintenant à la tête d'un produit technologique qui s'appelle Berrycast, qui est un outil de screencasting, de collaboration et de communication là, en mode asynchrone, qui est en train vraiment de décoller à l'échelle mondiale. Donc, il y a toujours des fois une deuxième vie à une vie entrepreneuriale, des fois une troisième, une quatrième, qui sait. Donc, voilà, JC, je vous invite l'auditoire à venir continuer cette discussion-là avec nous sur LinkedIn. Si vous avez des idées d'invités intéressants également à nous soumettre, n'hésitez pas. Mon nom est Jonathan Léveillé. Vous pouvez discuter également avec Jean-Christophe Dubé sur LinkedIn. On reste à votre disposition. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et je vous invite la semaine prochaine pour un autre podcast. À bientôt. Merci Joe. À la prochaine. À la prochaine, JC. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. On se retrouve la semaine prochaine à l'épisode 15 pour discuter de l'importance de la fameuse règle 20-30-50 dans le développement d'applications logicielles avec Mathieu Turgeon. Sur ce, à bientôt.